Rob Hopkins. Il y a quelques semaines, j'ai déjà fait une vidéo sur son livre Et si nous utilisions notre imagination pour créer le futur que nous voulons. Et quand j'ai publié cette vidéo, je me suis rendu compte que c'était le jour de la sortie de son nouveau livre How to Fall in Love with the Future. Alors je me suis dit, pourquoi pas essayer de le contacter et de l'interviewer pour parler ensemble de son nouveau livre. Et la magie a fait que ça a été le premier à me répondre en commentaire lorsque j'ai publié ma vidéo sur son livre Et si, et qu'il a directement accepté d'échanger avec moi. Alors aujourd'hui, je suis très fier de vous partager les apprentissages de notre conversation avec Rob Hopkins sur son nouveau livre How to Fall in Love with the Future. Bonjour tout le monde, c'est Guillaume, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du nouveau livre de Rob Hopkins, How to Fall in Love with the Future. Je ne l'ai pas encore fini, mais j'ai réussi à interviewer son auteur il y a quelques jours et je suis ravi de vous présenter aujourd'hui les apprentissages de cet échange. C'était intéressant pour moi de replonger dans Rob Hopkins après les dernières semaines, puisque entre son livre Et si et son nouveau livre aujourd'hui, il y a eu notamment la crise Covid et les différentes difficultés géopolitiques et écologiques qu'on a connues ces dernières années et qu'on connaît toujours aujourd'hui. Et donc c'était intéressant de voir comment il actualisait sa pensée sur l'imagination, sur comment se projeter dans le futur, alors qu'on a de plus en plus de crises actuellement. Son nouveau livre nous explique comment lui, à travers ses ateliers, ses conférences, il arrive à projeter les gens dans le futur et il nous donne tout un tas de techniques qui nous permettent de nous-mêmes projeter nos proches ou nos collègues dans un environnement plus souhaitable en utilisant un peu cette technique qu'il appelle lui du time travel pour essayer de se projeter dans le futur comme si nous étions dans une capsule non pas à remonter le temps mais à avancer dans le temps dans un futur que l'on désire. Aujourd'hui, donc, je souhaite partager avec vous 3 choses qui vont particulièrement marquer de notre échange avec Rob. La première chose que j'ai voulu aborder avec Rob, c'est son rapport avec l'éco-anxiété. En effet, notamment chez les jeunes, l'éco-anxiété est assez grandissante et de plus en plus de personnes sont concernées ou anxieuses par rapport au futur, comparé notamment à lorsqu'il a publié son dernier livre Et si. Donc je souhaitais savoir si, à travers son nouveau livre, il abordait aussi cette question pour savoir comment les nouvelles générations pouvaient retrouver de l'amour pour le futur, le fameux How to Fall in Love with the Future, pour des personnes qui se sentent un peu déprimées ou ne savent pas quelle solution apporter aux crises actuelles. Et sa réponse était assez intéressante. Well, I think the first thing is that we need to stop kind of pathologizing eco-anxiety or talking about it as if it's a problem. In that, for me, it really shows that it's an indicator that you're paying attention Yeah. and that you care, and that in this world there is still enough space in your heart Hmm. for you to care about this. It's the people who don't feel any eco anxiety are the ones we need to feel most worried about. But we never talk about that. We never talk about, well, what about the people in the world who say they don't care about climate change? They're Hmm. the people we need to be much more worried about. Pour résumer, pour Rob, en fait, c'est une bonne chose de être éco-anxieux parce que ça montre qu'on est concerné par le monde actuel, ça montre qu'on a encore de l'espace, notamment pour l'imagination, mais aussi de l'espace pour être intéressé et être impliqué dans les causes sociales ou environnementales, et qu'on a aussi de l'espace dans son cœur pour se dire, bah voilà, ce sont des choses qui importent aujourd'hui, pas seulement ma petite personne, mais aussi l'état du monde globalement. Et qui nous précise qu'il est plus important de s'inquiéter pour les personnes qui ne sont pas justement éco-anxieuses, parce qu'il leur manque cet espace d'attention et de prendre soin des autres personnes. The people who experience eco anxiety, the people who experience eco anxiety have a heart, have compassion, Hmm. understand science, understand that it matters. It's not easy. Eco anxiety is not a nice thing to experience, but it shows that you're alive, that you have a pulse, that you're paying Ah. attention. Il a notamment ajouté que euh, quand on décrit le futur, on a toujours cette pensée angoissante, cette pensée un peu dépressive, parce que le futur est colonisé par des mouvements politiques ou des personnes qui le dépeignent de façon terrifiante, et que les mouvements écologistes et les mouvements jeunes notamment, qui souhaitent faire changer les choses, devraient plutôt s'attarder sur le désir de créer quelque chose qui donne envie et de miser sur l'envie pour se projeter dans un futur qui soit désirable. Alors à partir de là, j'étais obligé de lui demander mais comment on fait pour créer cette envie qui nous donne envie d'aller vers ce futur désirable dans un monde qui est assez compliqué pour se projeter. We have to move back to the we. Like this is a collective thing.
So for me, the imagination at its most powerful is a collective thing. Mm. What we can do and use the imagination as a way to bring people together. There's an activist in the United States whose work I love and who I tried to get on my podcast. It took 80 episodes until I got her to come on, called Mariam Kaba. And she is an activist for the abolition of prison. And she wrote a book called We Do This Till We Free Us, which is just one of the great works of the radical imagination, I think. Because the beautiful thing about a question like what if there were no prisons is that it leads into a question that goes, yeah, but if there were no prisons, we'd have to have a very different sort of Mm. education system. Mm. Yeah, keep going. It opens up those other conversations, right? And in that book, she says, we must imagine while we build, always both. We must imagine while we build, always both. Le futur est une aventure collective. Pour créer un futur qui nous donne envie, nous devons agir de façon collective et retrouver le nous. C'est aussi la pensée que partage Hugo, dont j'avais parlé dans la première interview. Si nous travaillons ensemble dans un esprit collectif, et c'est ce qu'il peut remarquer notamment au travers des ateliers ou des conférences qu'il donne, le fait de travailler en collectif, ça permet de créer un esprit de stimulation et d'envie qui nous pousse à, par un peu mimétisme avec les autres, créer un futur qui nous ressemble et qui nous donne envie en collectif. Il y a une espèce de motivation intrinsèque qui vient entre les personnes, qui les rassemble et qui leur donne envie de créer ce futur qui leur ressemble. En point clé, il nous a notamment parlé de l'importance de créer des espaces de discussion libres, qu'on peut appeler open forum, open café par exemple, où le débat est présent et on peut avancer en collectif, ou bien trouver des alliés dans sa famille, dans ses amis, pour essayer de créer des projets ensemble, plutôt que d'essayer de convaincre l'oncle climato-sceptique qui ne bougera pas et ne nous aidera pas dans nos projets pour créer un monde plus désirable. Yes, we need to do this imagining of a different future, but we need to do it with other people. Mm. And if we do that well, and if we use then some of the tools that we use in the transition movement, like open space, like World Cafe, creating these opportunities for people to come together and imagine and dream together, then it kind of becomes inevitable that things start to happen because you create a context where people feel excited and we're human beings, right? It's like you don't want to go to something where you're inspired by an idea and then you just go home and it never happens. Enfin, la troisième chose qui m'a marqué dans notre échange, c'était l'alignement qu'il nous proposait avec le futur rêvé. Et ça, à l'échelle collective, justement. Je lui ai donc demandé qu'est-ce que vous apprenez en fait le plus des voyageurs que vous faites voyager dans le temps, après tous ces ateliers, toutes ces conférences, où vous les projetez dans un futur plus désirable. Ce qui m'a marqué, c'est qu'il m'a dit que après tout ce qu'il a fait, toute l'expérience qu'il a eue dans les plus de 50 000 personnes, je crois, devant lesquelles il a parlé, c'était hyper intéressant de se rendre compte que la majorité des personnes avaient la même envie pour le futur, malgré les différences de milieu social ou de territoire. Les gens avaient tous envie d'un même futur et des arguments revenaient assez souvent, comme des rues sans voiture, des enfants qui puissent jouer dans la rue sans avoir de risque de sécurité, beaucoup plus de végétalisation, des rues où on sent de l'air plus propre, etc. Des façons plus accessibles financièrement de s'alimenter avec des bons produits frais et locaux. What do I learn from them? Yeah. So when I do talks and when I do workshops, I always do the activity where I bring my time machine and I turn the room into a time machine and I take them forwards 5 or 10 years, never more than that, Mm. into the future, into a future where we are doing everything we could do, where that is the Mm. result of us doing everything we could have possibly done. And I asked them to close their eyes and to imagine that world with all of their senses. What does it smell like? What does it feel like? What does it taste like? What can you hear? And then I ask them to share that with somebody next to them and then with the whole room. And I think the thing that I learn, and I've done that now with 15,000 people, Mm. something like that. I've done it with many, many people in workshops and conferences and talks.
What I learn is that we have much more in common Mm. than the world likes us to think that we do. Finalement, ce sont un peu les besoins primaires des individus qui s'expriment, de sécurité, d'appartenance, de liberté aussi un petit peu, euh, dans ce futur rêvé, et qui ressurgit quand on crée un collectif ou un atelier autour de ces enjeux de futur désirable. We create the conditions for people to imagine a future which is rooted in contentment and happiness rather than dopamine and pleasure, then we find that we have so much more in common than social media and our currently very polarized media landscapes like us to think that we do. And maybe we start there. What does politics look like if we start with those visions and work back? How are we going to achieve them? And then we maybe find more common ground between people than we ever thought was possible. À ce propos, il m'a notamment parlé d'une étude assez intéressante d'une chercheuse américaine qui s'appelle Elise Boulding, qui dans les années 2000 a fait un peu ses ateliers de projection dans des prisons pour aider les détenus à se projeter dans un futur où ils seraient libérés et quel futur ils imagineraient pour eux, pour leurs enfants, etc. Et il m'a précisé que c'était assez marrant de voir que des réponses d'il y a 20 ans de détenus qui donc, ont vécu des expériences assez dures dans leur vie, comparé à des personnes totalement lambda qui peuvent participer à ces ateliers aujourd'hui, et ben les réponses correspondaient. Les personnes, que ce soit dans le passé, dans le futur, avec des situations différentes, pouvaient avoir, avec la bonne facilitation d'ateliers, la bonne création d'un futur souhaitable, et ben les mêmes envies pour le futur et les mêmes souhaits de réalisation de qu'est-ce que ça veut dire un futur désirable. Pour conclure notre interview, on est notamment revenu sur le côté de la place de l'imagination, comme quoi nous avons besoin donc d'espace mental pour imaginer le futur. Et on a un peu débattu évidemment de la question des écrans et de comment le temps était colonisé aujourd'hui. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Et il m'a un peu posé cette question assez marquante que je souhaite vous poser aussi aujourd'hui un peu en conclusion de cette vidéo. Est-ce que quand on prend un téléphone dans notre main, on n'est pas en train de manquer une opportunité de créer le futur dont nous avons envie? We know that the more time we spend outdoors in nature is really, really good for our imagination. We know that if we have a lot of cortisol in our system, so if we are anxious or in trauma or in stress, that cortisol causes the part of our brain our imagination comes from to shrink. And when it shrinks, the future starts to disappear. We get stuck in the present and we get stuck in the past. And I think that right now we have created a cortisol economy. Carry these very addictive devices around in our pockets all the time, where 25 years ago we might have gone for a walk and written a poem or Mm. made up a song in our head. We now get these things out, and then all of that. How many great solutions to the climate emergency just don't happen because we think, oh, I must just check my Instagram. What my hope is with the book, with the new book, is I think we need a movement led by young people, which Mm. is about telling different stories of the future, which is about longing, which is about playing with time in very different ways, which is about bringing together musicians and poets and street artists and storytellers and people who can create longing at scale, and that we bring all those people together to create something really exhilarating and something that's kind of unexpected, Mm. which is rooted in those kinds of things. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je remercie infiniment Rob Hopkins de m'avoir accordé du temps pour faire cette interview ensemble et vous partager les quelques apprentissages. Je vous recommande évidemment de commander son livre How to Fall in Love with the Future, qui est très beau en plus d'être très intéressant. Et je vous retrouve à la rentrée pour une nouvelle série de vidéos et d'interviews. Merci beaucoup, à bientôt.